Dans l'épisode précédent, nous avons montré que l'éthique entrepreneuriale prend particulièrement dans les communautés racisées parce qu'elle s'appuie sur un terreau historique et social spécifique. Pour les personnes habituées à n'être considérées socialement que pour leur travail dégradé et souvent invisibilisé au demeurant, ce n'est pas seulement une injonction néolibérale, mais une idéologie qui s'enracine dans une mémoire collective marquée par l'esclavage, la colonisation et l'exploitation économique systémique. Faute de protection collective durable, les membres de ces communautés se retrouvent poussés à s'auto-organiser, non pas dans une logique de solidarité, mais selon un impératif d'individualisme, de responsabilité personnelle et de dépassement de soi. Loin d'être un choix libre, l'adhésion à cette éthique résulte d'une adhésion contrainte, encouragée aussi bien par les institutions religieuses, politiques ou communautaires que par le discours médiatique dominant. Elle transforme la précarité historique en opportunité supposée, en appel à se prendre en main et à créer sa propre chance. Dans cet épisode, nous allons changer de focale. Jusque-là, nous nous sommes principalement intéressés aux effets de cette éthique sur les couches les plus vulnérables de la société. Or, elle n'agit pas de manière uniforme. L'éthique entrepreneuriale ne produit pas les mêmes effets si elle touche une personne qui possède sa propre entreprise, un auto-entrepreneur ou un salarié, même si elle façonne chez tous un même rapport subjectif au travail. De même, son impact varie considérablement selon qu'elle s'adresse à des personnes assignées aux emplois les plus subalternes ou à celles et ceux qui ont eu la chance d'atteindre des métiers de classe moyenne ou supérieure. Cette hétérogénéité est essentielle à comprendre car elle structure aussi les formes contemporaines de distinction à l'intérieur même des groupes racisés. Et c'est ici qu'intervient la notion de Black Excellence. Cette idée, qui circule largement dans les milieux afrodescendants, est aujourd'hui devenue un standard idéologique. La promesse qu'en atteignant l'excellence, scolaire, professionnelle, artistique ou entrepreneuriale, on pourra se libérer du poids du racisme, ou du moins le compenser. Notons que si le terme Black Excellence s'est popularisé à travers la culture pop afro-américaine, il reste important tout de même de noter que, comme souvent, lorsque l'on reprend le racisme à sa base matérielle en contexte français, ce qui s'applique aux Noirs s'applique également aux Maghrébins. Il ne s'agit plus de renverser le système, mais d'y briller malgré tout, de former une élite noire ou maghrébine qui ferait figure de vitrine ou de locomotive pour les autres. Certaines lectures de l'idée voudraient y ajouter la possibilité de créer notre propre définition de l'excellence hors de la blanchité. Mais les mêmes problèmes subsistent avec cette approche, à supposer qu'elle soit réaliste. Ce modèle repose sur l'idée qu'il suffirait de prouver que nous aussi nous pouvons réussir pour invalider les stéréotypes, gagner en légitimité et créer des opportunités collectives à partir de parcours individuels. Mais cette voie pose encore beaucoup de questions. Pourquoi reste-t-elle non empruntable par la majorité? Et quelles sont ses limites et surtout les alternatives qui se présentent face à elle? Bonjour, je suis Bad Socio. Bienvenue dans les tutos. Aujourd'hui, la deuxième partie de notre étude sur les liens entre l'éthique entrepreneuriale et le racisme, Black Excellence versus Black Power. L'idée de Black Excellence a connu de nombreuses évolutions dans l'histoire des communautés noires de la diaspora depuis les luttes abolitionnistes jusqu'à l'ère contemporaine du capitalisme globalisé. Parce qu'elle reste aujourd'hui encore centrale dans de nombreux discours, se réclamant de l'émancipation, il est fondamental de retracer l'histoire intellectuelle et politique de cette notion. Pour en comprendre les impasses avant d'explorer les alternatives possibles, parce que ces idées ne sont pas du tout nouvelles et qu'elles sont peut-être l'une des promesses les plus tenaces dans nos communautés, nous commencerons par une première partie historique consacrée à l'évolution de la pensée de W.E.B. Du Bois sur la question du talented tenth. Cette idée selon laquelle un dixième des Noirs, les plus éduqués, les plus brillants, devrait être formé de façon à mener la libération du reste comme une avant-garde éclairée. Nous verrons comment Du Bois lui-même a révisé cette position à travers le temps,
au contact des luttes concrètes et des critiques venant de courants plus radicaux. Dans une deuxième partie, nous analyserons la manière dont l'information d'une telle élite est récupérée, capturée et instrumentalisée en mobilisant les travaux du philosophe Olufemi Otaiwo sur la capture des élites, que nous avons déjà utilisé dans l'épisode sur le concernisme. Nous verrons comment la mise en avant médiatique, politique ou institutionnelle de certaines figures noires d'exception peut avoir pour effet de neutraliser la parole subalterne, de détourner les colères légitimes et de renforcer l'idée que le système fonctionne, il suffit d'essayer plus fort. Cette logique crée une fausse alternative. Soit on devient un modèle, soit on est réduit au silence. La critique est alors étouffée sous l'image séduisante de la réussite. Enfin, dans une troisième partie, nous introduirons ce qui nous semble constituer l'alternative la plus cohérente et la plus ambitieuse à ce modèle d'excellence individualisée, celle du Black Power et du panafricanisme révolutionnaire à travers la pensée de Kwame Touré, anciennement Stokely Carmichael. Ce courant, issu d'un syncrétisme entre les traditions afro-américaines radicales, les luttes anticoloniales africaines et les pensées socialistes noires, propose un projet collectif populaire internationaliste. Il ne s'agit plus d'élire une élite noire au sein du système, mais de construire un contre-pouvoir à l'échelle transnationale, un pouvoir qui ne repose pas sur le mérite, mais sur l'organisation, la conscience et la solidarité. Cette pensée, aujourd'hui marginalisée dans le débat public, offre pourtant un modèle bien plus réaliste de transformation sociale. Réaliste non pas parce qu'il serait facile à mettre en œuvre, mais parce qu'il pose les bonnes questions, celles des rapports de force, de la structure du capitalisme racial, des formes concrètes de domination. Contrairement au discours sur la Black Excellence, il ne promet pas la réussite pour quelques-uns, mais la dignité pour tous, et c'est précisément pour cela qu'il mérite d'être remis au cœur de nos réflexions sur l'émancipation. Première partie, W.E.B. Du Bois et le mythe du Talented Tenth. W.E.B. Du Bois élabore le concept de Talented Tenth au tournant du XXe siècle dans un contexte où l'élite intellectuelle noire cherche à définir des stratégies d'élévation sociale collective face à la ségrégation raciale, au racisme institutionnel et à l'exclusion sociale. Dans un célèbre essai de 1903, Du Bois affirme que c'est par l'action d'un dixième éclairé, formé aux humanités classiques, à la morale civique et à la discipline intellectuelle, que la race noire pourra s'élever. Cette minorité cultivée aurait pour mission de guider les masses noires vers le progrès, la reconnaissance et l'intégration. Il s'agit pour Du Bois d'un projet profondément politique, ancré dans la tradition républicaine et universaliste, qui conçoit la culture comme levier de libération. Pourtant, cette conception, d'abord assumée comme un impératif moral, fait progressivement l'objet d'une autocritique. Dès les années 1930, dans Black Reconstruction in America, qui parut en 1935, Du Bois met en lumière le rôle décisif des masses noires et non des élites dans la défaite de l'ordre esclavagiste et dans l'expérience démocratique avortée de la reconstruction aux États-Unis. Il souligne l'agentivité historique des anciens esclaves, travailleurs agricoles et prolétaires urbains contre l'idée que seule une minorité éclairée pourrait changer l'histoire. Cette inflexion se renforce dans Dusk of Dawn, publié en 1940, où Du Bois revient sur son parcours et critique la tendance de l'élite noire à se désolidariser des masses, à rechercher la respectabilité sociale, à être fasciné par les standards de distinction de la bourgeoisie blanche. Il y observe que le Talented Tenth peut devenir un instrument de reproduction des inégalités plutôt qu'un levier d'émancipation. En fin de vie, et notamment après son adhésion au Parti communiste en 1961, Du Bois rejette ouvertement cette stratégie élitaire. Il voit dans l'intégration individuelle et l'ambition bourgeoise une impasse politique qui détourne les énergies militantes vers des objectifs conformes à l'ordre capitaliste et impérialiste. On peut étendre la réflexion de Du Bois en s'intéressant au concept de distinction développé par Pierre Bourdieu dans son ouvrage éponyme en 1979. Bourdieu définit la distinction comme un processus par lequel les classes sociales marquent et reproduisent leurs différences symboliques et culturelles à travers les goûts, les pratiques,
les styles de vie, mais aussi les formes de langage et d'éducation. La distinction n'est pas seulement une question de richesse matérielle, elle repose sur un capital culturel et symbolique, et permet aux groupes dominants de se différencier, de se légitimer et de maintenir leur position dans l'espace social. Ce mécanisme fonctionne également à l'intérieur des classes populaires elles-mêmes, où chacun cherche à se situer par rapport aux autres en mobilisant des ressources, réelles ou symboliques, pour marquer sa différence. Le discours de la Black Excellence en France, souvent importé ou inspiré du contexte américain, se part de certaines modalités différentes dans le cadre hexagonal. Ce phénomène s'explique en partie par le fait que le système français, historiquement fondé sur un État-providence fort, une école républicaine encore capable de réaliser un certain niveau de redistribution de capital culturel légitime et un droit du travail protecteur, qui a permis à un plus grand nombre d'individus, y compris issus de l'immigration postcoloniale, d'accéder à des parcours dits d'ascension sociale. Comparé aux États-Unis, où l'ascenseur social est largement en panne pour les classes populaires et racisées, et où la Black Excellence s'incarne par la capacité à influencer la culture de masse et une plus grande représentation dans les institutions politiques, la France a longtemps offert davantage de débouchés professionnels, notamment dans la fonction publique, l'enseignement ou certains métiers qualifiés. Dans les deux cas, il reste important de noter que le gros des groupes sociaux qui considèrent incarner la Black Excellence sont les classes moyennes supérieures et les classes supérieures des groupes racisés. Les stars sont la vitrine, le discours vise socialement à travers des personnes dont la condition sociale va, du fait d'avoir atteint une certaine sécurité sociale, à la bourgeoisie. Ainsi, on peut constater que la Black Excellence est avant tout un dispositif de distinction sociale et raciale qui fonctionne à plusieurs niveaux. Apparaît alors une double distinction. L'idée d'excellence marque d'abord une frontière entre les personnes noires qui réussissent ou qui sont exceptionnelles et celles qui restent assignées à des positions subalternes, mais elle participe aussi à la distinction raciale des groupes racisés ayant atteint l'excellence des blancs vivant dans des conditions économiques ou avec un capital culturel inférieur, permettant ce que certains perçoivent comme une inversion de la dynamique de pouvoir raciale. En d'autres termes, la Black Excellence ne vise pas simplement l'ascension économique ou la reconnaissance symbolique, elle implique souvent une prise de distance vis-à-vis des racisés pauvres, mais aussi des blancs pauvres perçus comme la dernière marche avant la reconnaissance par les groupes dominants. Dans cette logique, la distinction raciale devient un capital symbolique. Elle ne s'acquiert pas seulement par la performance scolaire ou professionnelle, mais aussi par l'incorporation de codes, de langage, de posture, qui permettent de se rapprocher des catégories dominantes, souvent incarnées par d'autres figures blanches issues, elles, des classes moyennes supérieures ou des élites. Cette dynamique produit une tension profonde entre le discours d'émancipation porté par certains promoteurs de la Black Excellence et la réalité sociale de la hiérarchisation interne aux groupes racisés. En effet, au nom de l'excellence, on voit émerger des figures qui, tout en revendiquant une identité noire fière, participent à la reproduction des mécanismes de domination en valorisant les trajectoires individuelles au détriment des solidarités collectives. Ce modèle repose implicitement sur l'idée qu'il serait nécessaire, voire souhaitable, de produire une élite noire capable de représenter les autres, de réussir pour les autres ou de devenir un symbole d'intégration. Or, cette logique reproduit une vision verticale et inégalitaire de la réussite, où l'exception devient la norme à atteindre et où la masse de celles et ceux qui n'y parviennent pas est reléguée dans le silence ou la honte. La critique fondamentale qui peut être adressée à ce modèle repose donc sur une interrogation politique. Pourquoi devrions-nous accepter l'idée qu'il faille une élite au sein de notre groupe pour s'en sortir, entre guillemets ? En quoi l'élévation d'une minorité suffit-elle à répondre aux réalités structurelles du racisme, de l'exploitation et de la précarité ? En vérité, la logique d'élitisation agit comme une impasse stratégique. Elle détourne l'attention des transformations collectives nécessaires et contribue à naturaliser la hiérarchie au sein des groupes opprimés. Le problème n'est pas tant qu'il existe des figures noires visibles ou reconnues, mais que leur visibilité serve à justifier le statu quo,
à légitimer un système où l'accès à la reconnaissance dépend de la conformité aux normes dominantes. Dès lors, la praxis antiraciste ne peut se contenter d'acclamer les trajectoires d'excellence. Elle doit interroger ce qu'elles signifient en termes de positionnement social, de représentation symbolique, mais surtout de renoncement aux solidarités avec les plus marginalisés. La réussite individuelle peut-elle être un levier de transformation collective, ou bien devient-elle au contraire un outil de différenciation qui fragilise les luttes communes et renforce les lignes de division? En définitive, la Black Excellence en France reflète moins une avancée vers l'égalité qu'un ajustement aux logiques de distinction raciale déjà en place. Elle offre une voie d'ascension balisée, certes, mais qui exige souvent un prix élevé. La distance vis-à-vis des siens, l'intériorisation des codes de la domination et la justification implicite de la hiérarchie sociale. Plutôt que d'en faire un modèle à suivre, il s'agirait peut-être de penser d'autres formes d'émancipation, plus horizontales, plus collectives, plus radicalement solidaires. Deuxième partie, le risque de la capture par les élites. C'est précisément cette critique que reprend et systématise Olufemi Otaiwo dans Elite Capture. En s'appuyant sur l'œuvre de Franklin Fraser, Taiwo analyse la manière dont une fraction de la classe moyenne noire a progressivement capté les ressources symboliques et institutionnelles du mouvement antiraciste pour asseoir sa propre position. Pour Fraser, cette bourgeoisie noire est davantage préoccupée par la construction d'un monde de make-believe, fait de prestige, de reconnaissance et de distinction, que par la justice sociale. Elle cherche à reproduire les codes de la bourgeoisie blanche, tout en conservant une légitimité militante fondée sur la mémoire de l'oppression raciale. Le phénomène de distinction, tel que décrit par Bourdieu, ne se limite pas à la recherche de respectabilité ou à l'ascension sociale. Il peut également produire des effets de mystification et favoriser l'appropriation des cultures et esthétiques des groupes racisés subalternes. Ce processus d'appropriation est souvent présenté de manière positive, comme un signe de reconnaissance. Les styles, les langages, les pratiques issues des milieux populaires racisés entreraient dans le mainstream culturel. Pour certains, il s'agirait là d'une opportunité pour les artistes ou figures noires d'obtenir plus de visibilité, de reconnaissance et de pouvoir symbolique. Mais cette lecture masque une autre dynamique plus problématique, celle de la commodification ou marchandisation des cultures subalternes. En d'autres termes, les esthétiques issues de ces groupes sont extraites de leur contexte social, vidées de leur puissance politique, puis revendues sous une forme édulcorée, consommable, souvent par d'autres groupes sociaux. Cette marchandisation n'efface pas seulement les conditions de vie des classes populaires racisées, elle permet aussi aux élites, y compris celles issues de ces groupes, de parler au nom des subalternes, de s'approprier leur voix ou de l'utiliser comme caution. Ce phénomène se traduit par deux usages principaux. D'un côté, certaines figures issues de milieux dominants ou intermédiaires mobilisent l'image du racisé subalterne pour justifier leur propre comportement. Cela se voit notamment dans certains discours sur le genre, où la misogynie de la figure d'un homme noir ou arabe typique, entre guillemets, est mystifiée, essentialisée, puis utilisée pour valider des comportements sexistes chez des personnes blanches ou racisées plus privilégiées au nom d'une supposée authenticité populaire. De l'autre côté, cette même image du jeune racisé subalterne peut être utilisée pour légitimer des idéologies méritocratiques ou néolibérales comme l'entrepreneuriat ou le développement personnel. On lui promet la réussite à condition d'abandonner les aspects négatifs, entre guillemets encore, de sa culture ou de sa mentalité, parmi lesquels figurent souvent des critiques radicales du capitalisme racial et de la surexploitation que lui ou ses proches subissent. Ainsi, la parole subalterne est capturée, réinterprétée, puis retournée contre elle-même pour servir des intérêts dominants. Taiwo étend cette critique en montrant comment certains segments de l'élite noire détournent les luttes collectives en logique de gestion, de réputation et de performance morale. Cette captation élitaire ne concerne pas seulement les discours identitaires, elle traverse aussi les politiques publiques,
les structures associatives et les représentations médiatiques. L'illusion, selon Taiwo, est que l'ascension sociale de quelques individus puisse incarner l'émancipation de tous, alors qu'en réalité, cette ascension est souvent obtenue par l'intégration dans des structures fondamentalement injustes, entreprises capitalistes, fondations philanthropiques ou appareils étatiques, sans remise en cause de leur logique profonde. Le Talented Tenth moderne devient ainsi une élite déconnectée, promouvant un antiracisme compatible avec les hiérarchies existantes. Ce processus de transformation de la conscience politique en stratégie individuelle d'élévation prend une forme particulièrement révélatrice dans l'adoption de l'éthique entrepreneuriale comme idéal moral. Cette vision du monde, qui s'inscrit dans un tournant néolibéral, présente l'entrepreneur non plus comme un simple agent économique, mais comme une figure morale. Ce glissement moral justifie le retrait de l'État social, la dépolitisation du chômage et l'individualisation des problèmes collectifs. Si cette éthique touche l'ensemble de la société, elle a des effets particulièrement puissants dans les groupes historiquement marginalisés. Elle transforme le stigmate social, racisme, pauvreté, exclusion, en défis individuels à relever. L'entrepreneur racisé devient alors la figure exemplaire de la résilience, celui ou celle qui, au lieu de protester ou de revendiquer, se prend en charge, crée son activité et incarne la méritocratie. Or, cette figure de l'entrepreneur s'aligne parfaitement avec le type d'élite noire critiquée par Taiwo. Ce n'est pas un hasard si les appels à acheter noir, à soutenir l'entrepreneuriat communautaire ou à créer sa propre richesse font l'objet d'un examen sévère dans Elite Capture. Taiwo, citant Jared Ball, démontre que l'économie noire autonome est un mythe. Elle repose sur des logiques internes au capitalisme, sur des fonds générés dans l'économie blanche et sur des structures d'exploitation. Surtout, cette rhétorique entrepreneurialiste dépolitise la lutte. Elle transforme les exigences de justice en devoirs d'autodiscipline et les réparations collectives en projets individuels. Loin de briser l'ordre racial, elle offre un masque racial à l'ordre capitaliste. De ce point de vue, le Talented Tenth devient aujourd'hui une classe entrepreneuriale morale, dont la réussite individuelle sert à justifier l'échec collectif. Comme l'indique Baker dans Make Your Own Job, dont nous avons parlé de manière extensive dans l'épisode précédent, l'éthique entrepreneuriale crée une obligation subjective d'être performant, même au sein d'un système fondamentalement inégalitaire. Cette contrainte morale produit une fatigue, une culpabilité, une désorientation politique. La critique que Du Bois s'adresse à l'élite noire dans ces dernières années se retrouve ici prolongée et approfondie. Il ne s'agit plus seulement d'un écart culturel ou d'un excès de respectabilité, mais d'une incorporation complète de la logique du capital dans les subjectivités militantes. Loin de diriger la lutte, l'élite noire entrepreneuriale détourne l'énergie collective vers des voies sûres, adaptables, monétisables. Elle capture les imaginaires de transformation pour en faire des stratégies de distinction. Elle ne trahit pas seulement une classe, elle désarme un projet politique. Et ce projet politique, il a pris de multiples formes à travers l'histoire. Mais je souhaiterais m'intéresser aujourd'hui à un projet politique construit précisément en réponse à l'idée qu'une élite respectable, travaillant au sein des institutions du pouvoir, pourrait créer une situation meilleure pour tous les racisés de manière pérenne. Cette praxis politique, c'est celle du Black Power et du panafricanisme révolutionnaire. Troisième partie, l'histoire du Black Power et du panafricanisme révolutionnaire. Le projet politique du Black Power, tel que formulé par Kwame Touré, repose sur la refondation radicale du pouvoir noir au service de l'émancipation de l'ensemble du peuple africain et afrodescendant sur le continent comme dans la diaspora. Le Black Power n'est pas une recherche d'intégration ni même une revanche, mais un acte de réappropriation du pouvoir politique, économique et culturel. Il suppose une organisation autonome, une unité populaire, une culture politique de masse. Contrairement à l'éthique entrepreneuriale, qui intériorise et individualise la responsabilité, le Black Power retourne la question sur l'organisation sociale elle-même. Pourquoi les Noirs n'ont-ils pas de pouvoir sur les institutions ? Pourquoi ne contrôlent-ils aucune des institutions les plus en charge d'organiser leur vie ?
ni la police, ni les écoles, ni les médias, ni les banques. Pourquoi est-ce que ces institutions, telles qu'elles ont été originellement conçues et la manière dont elles se sont développées, permettent-elles un tel contrôle sur les groupes racisés ? L'objectif n'est pas que quelques Noirs créent leur business ou réussissent, mais que le peuple noir construise une puissance collective dans une logique révolutionnaire face à l'impasse que représente un ordre institutionnel construit par et pour leur exploitation. Plus encore, Kwame Touré ancre le Black Power dans une dimension panafricaniste. L'émancipation des Noirs d'Amérique du Nord ou d'Europe est indissociable de celle des peuples colonisés d'Afrique et des Caraïbes. Il s'agit de briser l'illusion d'une lutte strictement domestique pour construire une solidarité transnationale, en prenant compte les dynamiques de pouvoir internes à l'impérialisme. Ce lien entre Black Power et panafricanisme révolutionnaire s'ancre dans une tradition plus longue. Le panafricanisme naît dès la fin du XIXe siècle dans la diaspora africaine des Amériques et des Caraïbes. Il vise à l'unité politique, économique et culturelle des peuples africains et afrodescendants face à la domination coloniale et à l'esclavage. Il prend forme à travers les Pan African Congresses organisés dès 1900 et connaît une inflexion majeure dès l'après-guerre avec des figures comme W.E.B. Du Bois, George Padmore, C.L.R. James ou Kwame Nkrumah. À ne pas confondre avec Kwame Touré, anciennement Stokely Carmichael, dont le nouveau prénom est un hommage à ce dernier, qui fut le leader indépendantiste menant à la libération du Ghana en 1957, et dont le nom de famille, Touré, est un hommage à Sékou Touré ayant agi de la même manière en Guinée. À partir des années 1950-1960, le panafricanisme devient un projet étatique et révolutionnaire porté par les indépendances africaines et les mouvements anticolonialistes. Kwame Touré s'inscrit dans cette tradition, dans sa perspective militante socialiste et diasporique. Dès les années 1970, il s'installe à Conakry en Guinée et fonde avec Nkrumah l'All African People's Revolutionary Party. Cette organisation transnationale vise à construire un parti de libération panafricain unifié regroupant les masses africaines du continent et de la diaspora dans une lutte contre l'impérialisme mondial. Dans cette vision, Black Power n'est que l'un des fronts de la guerre de libération africaine. Au même titre que les guérillas anticoloniales qu'ont été le Vietnam et l'Algérie, ou à ce moment très précis en Angola, les mouvements anti-apartheid en Afrique du Sud ou les révoltes urbaines aux États-Unis. Le panafricanisme, dans cette acception originelle, est révolutionnaire. Il ne vise pas le rapprochement culturel symbolique, mais la destruction des structures impérialistes, capitalistes et néocoloniales par une organisation populaire autonome. L'objectif est la création d'un État fédéral socialiste africain capable de protéger les intérêts du peuple africain global et de redistribuer les ressources selon les besoins des masses. Le Black Power, dans ce cadre, est un instrument de conscience et d'organisation destiné à faire basculer les luttes locales dans une logique mondiale. Ainsi, de Greenwood dans le Mississippi en 1966, où il fit son premier discours évoquant l'idée de Black Power, à Conakry dans les années 1980, le parcours intellectuel et politique de Kwame Touré montre la trajectoire spatiale autant que temporelle du Black Power. D'abord ancré dans les réalités caribéennes et nord-américaines, puis projeté dans un horizon révolutionnaire africain. Ce déplacement est à la fois géographique, stratégique et idéologique. Il ne s'agit plus de survivre ou de réussir dans l'Amérique blanche, mais de rejoindre un combat mondial pour la souveraineté des peuples africains. Le Black Power cesse alors d'être une revendication d'une minorité noire dans un État blanc pour devenir une doctrine de libération universelle à partir de l'Afrique. Cette approche a son corollaire traversant les populations du Sud global au-delà des populations africaines et afrodescendantes. De la même manière que le panafricanisme révolutionnaire vise à déplacer la focale des Noirs américains pour leur faire réaliser qu'ils ne sont pas restreints à un statut minoritaire
au sein du champ politique restreint des USA, ces idées étendent cette compréhension en soulignant que l'on devrait se percevoir dans le champ politique global qu'a formé le capitalisme racial, et chercher dans sa globalité les groupes pouvant mener à une émancipation de ce système d'exploitation commun. Le Black Power est donc un projet collectiviste, structurant et anti-élitaire qui refuse de faire de la réussite individuelle un horizon de libération. Ainsi, les deux logiques, Black Excellence et Black Power, s'opposent sur presque tous les plans. Individualisme contre collectivisme, distinction contre unité, intégration contre autonomie, gestion contre lutte. L'éthique entrepreneuriale, même réappropriée par une élite noire, propose une issue dans l'adaptation au système. Le Black Power, lui, propose une refondation radicale dans un cadre panafricain révolutionnaire. L'un produit la respectabilité, l'autre vise la souveraineté. Conclusion. De la distinction à la libération collective. La Black Excellence, devenue mot d'ordre et horizon dans de nombreuses communautés afrodescendantes, repose sur une idée simple, celle qu'il est possible de compenser ou de dépasser le racisme par l'excellence individuelle. Être brillant, discipliné, respectable, performant. Ce modèle de réussite noire, souvent inspiré par des figures emblématiques, comme Barack Obama, dont nous aurons l'occasion de reparler, valorise l'exception, l'ascension, la visibilité. Mais derrière cette promesse se cache une logique de distinction. Il ne s'agit pas d'élever tout un groupe, mais de séparer les meilleurs du reste, de légitimer des parcours d'intégration dans un système inégalitaire et d'en faire des exemples à suivre. Ce processus aboutit à une capture par les élites de l'action politique du groupe. L'énergie des luttes est absorbée, redirigée, puis reformulée sous des formes compatibles avec les logiques du capitalisme racial. On célèbre des réussites individuelles, mais on occulte les structures d'exploitation qui rendent ces réussites si rares. On donne la parole à des figures médiatiques qui, bien souvent, en profitent pour vendre leurs formes de développement personnel pour personnes racisées. Des fois, très littéralement. Il est assez marquant de voir combien de figures racisées médiatiques, même se voulant progressistes, publient des livres de développement personnel ou en tout cas font de leur praxis politique une forme de développement personnel. Et surtout, on propose des stratégies d'adaptation plutôt que de transformation. La Black Excellence devient alors un séparatisme idéologique qui bénéficie à une minorité et encourage des pratiques souvent conservatrices, voire réactionnaires. Dans tous les cas, qui ne risquent pas de remettre en cause l'ordre libéral des sociétés du cœur impérial. Elle promeut toujours, in fine, une respectabilité morale, valorisation de l'entrepreneuriat, rejet du discours radicaux, fascination pour les modèles de réussite blanche. À l'opposé de cette logique se trouve la tradition du Black Power et du panafricanisme révolutionnaire, tel qu'incarné par Kwame Touré. Là où la Black Excellence mise sur la distinction, le Black Power parie sur l'organisation collective. Là où l'on célèbre des trajectoires individuelles, on valorise ici les luttes communes, l'histoire partagée de la résistance à l'esclavage, à la colonisation, à l'impérialisme. Ce n'est pas une élite qui porte la libération, mais les masses elles-mêmes, en tant que sujet politique conscient. Et ce n'est pas dans l'adaptation aux normes de la société dominante que réside la solution, mais dans la reconfiguration complète des structures sociales, économiques et politiques. Le panafricanisme révolutionnaire insiste sur l'idée que les mouvements politiques qui ébranlent l'ordre colonial ne viennent pas du Nord global, mais du Sud. Cette réalité nous force à penser notre position en tant que personnes racisées vivant dans le cœur impérial et comment est-ce que notre action politique peut servir les personnes du Sud de manière pratique en s'attaquant aux structures impériales dans lesquelles on vit et non pas en essayant d'être soi-même forcément le sujet central de la révolution, précisément à cause des contextes qui nous donnent le temps et l'espace d'avoir la militance politique que l'on a actuellement sans faire face au même niveau de violence que les personnes résidant dans le Sud global. Ce sont les luttes des peuples opprimés, des travailleurs et travailleuses, des jeunes en colère qui font trembler les empires.
Ce sont elles qui permettent de penser de manière globale les dynamiques qui permettent de maintenir la colonialité, que ces dynamiques favorisent l'exploitation économique, la domination de l'hétéropatriarcat, ou qu'elles essayent de faire disparaître des savoirs ou des manières de penser développées par les peuples colonisés hors des cadres ethnocentrés du cœur impérial. L'émancipation noire ne peut donc pas être pensée comme une insertion dans les hiérarchies existantes, mais comme une sortie collective hors de ces hiérarchies. Elle suppose l'accumulation et le partage de savoirs diasporiques, une conscience historique, une mémoire des révoltes et une stratégie d'unité transnationale. C'est dans la jonction des luttes de Birmingham dans l'Alabama, de Rio de Janeiro, de Port-au-Prince ou de Lomé, mais aussi de celles de Gaza, de Téhéran et de Dacca au Bangladesh, que l'on trouve les savoirs, la théorie et la pratique nécessaires à la création d'une alternative au capitalisme racial global. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous demanderai de partager cet épisode si vous l'avez apprécié avec les personnes qui vous entourent. N'hésitez pas à laisser une review et une note sur Apple, ça aide pour faire reconnaître le podcast, et surtout n'hésitez pas à me contacter pour toute remarque ou toute question. Merci, bonne semaine, Free Palestine and settler colonialism, free us all.